Et oui, je parle de la menace Saint-Etienne. Pourquoi ? Parce que certes, l'OM est au coude à coude avec Bordeaux. On va revoir le classement en Ligue 1 et on va voir que c'est serré avec Bordeaux pour les places européennes. Vous voyez le même nombre de points, 46-46. Regardez, il y a Saint-Etienne juste en dessous qui est 7e actuellement avec 44 points. Pourquoi je m'intéresse à Saint-Etienne ? Parce que si on est rattrapé par Bordeaux, vu l'issue probable de la Coupe de France, l'OM sera quand même européen, donc il n'y a pas une grande différence entre finir 5e et 6e. Ceci dit, si Saint-Etienne, qui est finalement que 2 points derrière, rattrape l'Olympique de Marseille, là il y a un risque de ne pas être européen du tout, et c'est là le vrai danger. Et puis petite curiosité aussi du calendrier, Saint-Etienne ne va pas jouer de 3 semaines, il y a 2 semaines de trêve, mais le match de reprise, ils ne le disputeront pas parce qu'ils devaient jouer contre Monaco. Et que Monaco, vous voyez sur le calendrier qu'il aurait proposé, Monaco jouera la finale de Coupe de la Ligue contre le PSG. Du coup, le match est reporté. Saint-Etienne va donc passer 3 semaines sans match. Est-ce que Bernard, toi qui es entraîneur, est-ce que c'est un plus pour les hommes de Christophe Galtier qui ont joué l'Europa League, qui maintenant sont éliminés? Là, il va pouvoir vraiment se faire un petit groupe de 11 guerriers pour le rush final. C'est un peu à double tranchant. Vu le parcours qu'ils ont fait, et vu les blessés, et vu la débauche d'énergie, parce que c'est une équipe qui n'est pas très brillante sur le plan de la qualité, mais par contre qui est hyper généreuse et qui a l'habitude de finir ses championnats en boulet de canon et d'être européen. Donc 3 semaines, c'est quand même beaucoup. Sauf que dans ce cas-là bien précis, je pense que ça va être une grosse bouffée d'oxygène pour eux. Après, je pense que Christophe il est capable de gérer à l'intérieur même de son groupe et de son club cette coupure. Mais je crois je pense qu'ils vont partir puisqu'ils n'ont pas beaucoup d'internationaux, ils vont partir sur 4-5 jours au moins de repos. Ils vont tout couper, donc ils vont se vider les têtes. À mon avis, ça risque de leur faire, en tout cas pour eux, si c'était un autre cap, je dirais, c'est long. Mais pour Saint-Etienne, par rapport à tout ce qu'ils ont fait depuis le début de saison au niveau de la quantité de matchs, je pense que ça peut être une piqûre de rappel au niveau du jus qu'ils vont pouvoir récupérer pour le sprint final. Et ça, Max, tu les crains, toi, Saint-Etienne? On sait que c'est une équipe forcément que tu regardes toujours un peu. Moins que Bordeaux pour le coup. Et par l'absurde, j'aurais envie de te dire qu'en sautant un match, ils vont se retrouver aussi de nouveau à jouer 2-3 matchs d'affilée. Ouais, à courir après le calendrier. En fin de saison, c'est jamais non plus trop évident. En plus, je sais pas pourquoi, mais je suis assez confiant sur le fait qu'on va les battre à domicile, donc ça risque de les mettre un peu à l'écart. Contrairement à Bordeaux, où depuis que je suis né, malheureusement, on n'a pu gagner, donc depuis après, 1977. Après, moi, Saint-Étienne, je les crains moins que Bordeaux, comme vous, messieurs, mais je pense qu'ils vont nous embêter jusqu'au bout. Ah ouais. Parce que c'est une équipe, c'est chiant. Ils ont l'expérience de se qualifier toujours. Ouais, c'est ça, à l'image d'hier. Depuis 2012. Leur saison de ces 4 dernières années, c'est le match d'hier. C'est-à-dire, c'est chiant, mais niveau comptable, ils prennent un point sur un but du nouveau blanc, Jordan Vertou. C'est non, et puis ils sont là, quoi. Dans le sprint final, ils sont là. Donc, Nico Amskas qui nous dit qu'il faut mettre Saint-Étienne hors course à la 33e journée. Il joue Monaco, Nantes, Rennes. Calendrier le plus dur des 3 équipes. Donc il parle forcément de Bordeaux et de l'OM. Donc ce sera ce match au Vélodrome contre Saint-Etienne qui ne manquera pas d'enjeu. Florentin Pogba était l'invité de J+1. Alors on l'a questionné justement sur cette question de course à l'Europe. Il a dit là on est 7e et c'est pas notre place. Nous on a la 4e, 5e place. Et là il y a Paul Le Guen qui l'a regardé. Il a dit on a le 4e, 5e effectif de Ligue 1. Paul Le Guen l'a regardé. Il a dit non, 4e, 5e. Il y a Lyon, il y a Paris, il y a Monaco, il y a Nice, il y a même Bordeaux, Rennes. Bon. Moi, ça m'a quand même choqué de ne pas voir Paul Le Guen. On avait l'impression que c'était dur pour lui de dire Marseille. Il avait du mal. Non, c'est pas qu'une impression, mon ami Romain. Il avait quand même, même sans citer l'OM, plusieurs effectifs et remis un peu le Florentin Pogba à sa place. Clément, toi, tu te dis justement en termes d'effectifs, ce Saint-Etienne, c'est plus quantitatif que qualitatif au final. Oui, c'est pas un effectif exceptionnel. Hein. Ils avaient devant, offensivement notamment, c'est assez pauvre. Ils avaient Berry qui était très bon en début de saison, mais qui depuis son retour n'est plus exceptionnel. Et derrière, Galtier cherche un peu des solutions pour l'épauler. Nolan Roux qui a dû mettre 2-3 buts cette saison, pas plus. Comme toutes ces saisons en Ligue 1. Alors qu'il vise 10 buts, il faut savoir. Nolan il est toujours pas arrivé. s'est fixé un objectif depuis le début de sa carrière, c'est de mettre 10 buts dans une saison en Ligue 1 et il ne l'a toujours pas fait. Il y en a certains, ils arrivent tout le temps. Genre Gomis, il met toujours 10 buts en Ligue 1, quoi qu'il fasse.
Même quand il joue à Swansea, j'ai l'impression qu'il met 10 buts en Ligue 1. Et Nolan Roux, il n'y arrive jamais, même s'il joue dans 2 équipes en même temps. C'est quand même difficile. Saint-Etienne, c'est surtout, on le rappelle, un gardien de but qui est le meilleur du championnat de France, Stéphane Ruffier, et une défense qui est pas loin d'être la meilleure parce que Loïc Perrin, parce que Théophile Catherine, qui est un joueur incroyablement sous-coté. Enfin, c'est quand même très physique, très de défense, et ça permet en Ligue 1 de Malcuit qui fait sa meilleure saison aussi. Non, je suis d'accord avec toi, Romain. Malcuit qui est d'ici, non? Qui est pas la... Ah, tu me Kevin l'apprends. Malcuit, non? Je sais qu'il était attaquant quand il jouait à Niort, et maintenant il est arrière droit. Ça m'a un peu surpris, mais il a fait d'énormes progrès. Ouais, mais c'est des reconversions qui marchent. Bah, la Dimeco, on parlait tout à l'heure de Dimeco, tu vois, il est gauche, arrière gauche. Dans le sens contraire, c'est plus compliqué. Mais... Attention quand même, les comparaisons Malcuit, Dimeco, messieurs, il y a des gens qui peuvent couper cet extrait et nous ressortir ça pendant des compare années. évidemment pas les deux joueurs, mais il fait sa meilleure saison. Il faut prendre des précautions. Et je rebondissais sur le fait que tu disais que c'est une équipe très solide défensivement. D'ailleurs, ce qui fait qu'ils ont un goal average de plus 10. C'est parce qu'ils prennent pas beaucoup de buts, parce qu'ils en marquent pas énormément. Hein. On a cité le Nolan Roux avant, mais on peut citer également Soderlund qui est là, je sais pas pourquoi. On va arrêter, messieurs. Ça fait 5 minutes là qu'on parle de Saint-Etienne, de Soderlund, de Beric. C'est très dur. On va perdre beaucoup de gens. Donc ce que je vous propose, c'est de passer une petite partie de rêve. Et on va couper de suite cette idée Saint-Etienne. Là, on va parler un peu de Porto, parce qu'on parle beaucoup d'émissaires olympiens à Porto. Et on va rêver à voir un peu qui on pourrait prendre au FC Porto.